Eh bien, en fait, ça me paraît être le mode d'expression vraiment primaire d'un être humain. C'est-à-dire que quand on est petit, la première fois, la seule façon qu'on a de s'exprimer, c'est de prendre un crayon et de se mettre à dessiner. Et à partir de là, on peut déjà commencer à raconter des histoires. Et quand on s'aperçoit de ça quand on est petit, et qu'on se rend compte en fait des possibilités qu'on a avec ça, c'est-à-dire que sans même savoir écrire, on peut déjà raconter quelque chose. Et ben voilà quoi, quand on se rend compte de ça, on le perd pas, et on essaye de continuer à le développer. Et le jour où on apprend à écrire, et ben on intègre l'écriture dans ce dessin et ça donne de la bande dessinée. Finalement, c'est une écriture. C'est une écriture, hein, le dessin est une écriture et une écriture complètement logique. Donc à partir de là, c'est ça qui, à mon avis, il faut prôner en fait dans ce métier. C'est l'aspect vraiment évident. Et écriture universelle parce qu'elle est dessinée. Et à partir de là, il me semble que beaucoup de gens à travers le monde peuvent comprendre en fait cette écriture sans même. C'est-à-dire que c'est plus facile à traduire parce qu'il n'y a pas besoin de traduire le dessin est évocateur par lui-même. Donc à partir de là, tout de suite, c'est beaucoup plus proche de l'auteur. Il n'y a pas, vous voyez, quand un auteur, par exemple, en littérature, fait une œuvre, elle sera fatalement traduite, il faudra tout le talent nécessaire au traducteur pour faire passer en fait l'esprit de l'auteur. Alors que là, il y a déjà le dessin. Bon, ensuite, il n'y a plus que le texte à traduire, mais le texte, normalement, est au service du dessin et vice-versa. C'est beaucoup plus simple. À mon avis, on fait passer des choses qui sont beaucoup plus proches de l'auteur dans cette écriture universelle, qu'est le dessin. Voilà. Un catalogue ligne claire. Mais je ne suis pas sûr de la définition de ligne claire, comme je dis souvent. Pour beaucoup de gens, il s'agit en fait d'un mouvement graphique. Pour moi, non, c'est un style d'écriture. En fait, je me rapporte plus en fait à la définition qu'avait Hergé, qui lui considérait la ligne claire comme étant en fait, voilà ce que je disais tout à l'heure, le dessin au service de la narration. Et en fait, quand on parle de clarté, c'est la clarté du propos surtout, et non pas fatalement des lignes. Puisque quand on veut clarifier le propos, sachant, comme je disais à l'instant, que le dessin est une écriture, il faut clarifier son écriture aussi. Donc à partir de là, épurer. Et tout ce qui est en fait second plan, décor, quand ils ne sont pas nécessaires, il faut simplement les évoquer, quoi. Et à partir de là, on reste dans le récit. Parce que quand même, c'est ça. Le but du jeu, c'est faire en sorte que le lecteur n'abandonne pas le récit. D'autant plus quand on fait de la bande dessinée, où il y a tellement de gens qui sont réticents à ce genre d'écriture, il ne faut pas les perdre quand ils se lancent en fait dans cette lecture. Donc voilà, et à travers ça, oui, j'ai été influencé par ce côté simple. Et encore une fois, c'est là où il faut se rapprocher de l'enfance, parce que pour moi, si je m'exprime à travers ce média, c'est très lié à mon enfance. Et oui, j'ai été influencé par ce que je lisais quand j'étais enfant, et notamment, oui, Hergé. Parce qu'il y avait un côté, voilà, une simplicité qui était quand même, je ne sais pas, qui me parlait en tout cas. Voilà. Moi, ce qui m'a décidé à faire un Spirou, c'est qu'on me donnait carte blanche. Donc, ça me paraît être déjà la première condition. Parce que c'est sûr, reprendre Spirou, qu'est-ce que Spirou? Là, on me demande simplement d'utiliser un personnage qui évoque beaucoup de choses à des millions de gens. Et à partir de là, on se dit, de la même façon que je parlais d'écriture tout à l'heure, là on va parler de vecteur. On a un personnage, un héros qui est un vecteur. On va s'en servir pour faire une BD d'auteur, en tout cas pour faire passer des idées qui me sont propres. Donc en gros, l'idée, c'est non pas se plonger dans l'univers de Spirou, mais ramener l'univers de Spirou à soi. C'est ça. Donc finalement, c'est là où en fait j'ai accepté, et la seule façon en fait d'aborder ce personnage, à mon avis, c'était de le mettre en fait en situation avant qu'un grand auteur qui s'appelle Franquin en ait fait quelque chose, l'ait étoffé. Donc à partir de là, on se situait fatalement au tout début de la création du personnage. C'est-à-dire Robvel, 38, et puis il y a le côté logique, comme je disais. Moi, ce que je voulais expliquer, c'est vraiment comment, ça c'est des questions que je me posais enfant, hein, encore une fois, c'est comment un groom peut devenir un aventurier. C'est quand même un truc pas très compatible comme métier, c'est pas le métier le plus épanouissant. Donc à partir de là, on se dit, il y a peut-être moyen d'expliquer ça, et pour l'expliquer, il faut replacer ça encore une fois dans le contexte de la création du personnage en 38, sachant que
il s'émancipe, hein, il devient vraiment quelqu'un, un petit bonhomme humaniste en 1946, à la reprise par J.G. Franquin, enfin, on va parler de Franquin surtout. Et là, on se dit, entre les deux, il y a quoi? Il s'est passé la Seconde Guerre mondiale, donc voilà. Donc, on peut supposer que ça a eu une influence sur son changement de caractère, puisqu'en 1938, il n'était pas grand-chose, c'est un personnage assez insignifiant. Donc voilà. Donc je me suis dit, fatalement, ça se passe dans ces années-là. Puis c'est rigolo de faire en sorte que des personnages de BD soient au cœur du conflit qui a traumatisé des millions d'hommes. C'est une façon de dire, la bande dessinée, c'est très important. Ouais. Pour Fantasio, moi, ça me paraissait aussi très important en fait, d'expliquer leur rencontre. Parce que moi, quand j'étais petit, je lisais Tintin, on m'a expliqué la rencontre avec tous les personnages, que ce soit les Dupont, Haddock, Tournesol. Et j'ai besoin de savoir quelle est la nature de leur relation, de l'amitié entre deux personnes. Donc, je trouve ça c'est important, en fait. Ça nous apprend la vie, quand même. Donc là, ça me semblait primordial, en fait, d'expliquer déjà cette rencontre. Puis après, j'ai inventé des personnages qui, notamment donc une jeune fille, qui, elle, est la personne, justement, qui va éveiller, en fait, Spirou. Parce que je pense que dans l'adolescence, quand on rentre dans l'adolescence et qu'on tombe amoureux, c'est là où on se pose des milliers de questions. C'est là où, en fait, on se remet, justement, en question. On se demande un petit peu ce qu'on est, ce qu'on vaut, en fait, pour être aimé par l'autre. Donc, il y avait ça déjà d'une part, et d'autre part, il se trouve que ce personnage, en fait, a une conscience politique. Et je me suis dit, ce serait bien un petit peu de comprendre ce qu'il y a réellement dans la tête de ce jeune rouquin. Parce qu'on voit bien qu'il est humaniste dans l'œuvre de Franquin, mais on se demande un petit peu comment tout ça lui est venu. Et donc je pense qu'à travers une autre personne qui lui fait prendre conscience en fait, du monde dans lequel il vit et de la situation mondiale, enfin internationale, la situation politique, et que je pense que dans ces années-là, en plus, c'est quand même... Il fallait comprendre, il fallait s'impliquer quand on avait un petit peu conscience. Enfin, il y a eu les deux bords, hein, mais en tout cas, il y avait beaucoup de gens qui choisissaient un camp. En tout cas, c'était vraiment une période un peu dure. Et je trouvais que, à travers en fait un personnage comme ça, romantique, engagé, tout de suite, on avait. C'est ce genre de personnage en fait qui développe un aspect humaniste en fait. Voilà. C'est un petit peu moi ce que j'ai vécu quand j'étais gamin, à travers, je sais pas, la vision de mon père, qui lui s'était battu pendant la guerre d'Espagne, et tout de suite ça donne une dimension romantique. À mon avis, un personnage comme Spirou, étant donné son histoire, ça vaut le coup de le replacer dans ce contexte-là, en fait. Et encore une fois, expliquer qu'un trauma, en fait, fait prendre conscience du monde. Ça c'est un truc qui arrive à tout le monde, hein. Malheureusement, il faut toujours l'humanité n'avance que par traumatisme, bien souvent. Et je trouvais que c'était un excellent exemple, étant donné en fait l'histoire du personnage BD, de le replacer dans ce contexte, hein, dans le contexte historique, pour démontrer un petit peu comment on peut évoluer, comment une personnalité peut changer. C'est important. Ensuite, non, moi, ce qui est important, je pense, que dans une histoire, c'est qu'elle ait du sens, qu'il y ait une profondeur, qu'elle étonne. Dans une histoire, il faut étonner. Moi, j'ai besoin d'être étonné. Je suis un enfant, moi, encore. J'ai besoin qu'on me dise, quand je lis quelque chose, j'ai besoin de stupéfier, qu'on me dise « Ah, c'est chouette, j'ai appris quelque chose. » Voilà.